commencer. Voilà, vous êtes bien au bon endroit. C'est bien le webinaire épargné vert. Comment ça marche? Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire. On a une bonne partie des inscrits qui sont arrivés. Merci de votre présence. Donc, vous êtes ici au webinaire Épargne vert, comment ça marche, organisé par le groupe local d'Oxfam France, groupe local de Paris. Vous voyez ici le staff en panel avec Mélanie, Alice et un membre d'Oxfam France. Et on a comme invité également Alexandre qui est Oxfam. Et on a comme invité une personne des Amis de la Terre, Laurette, une personne du Crédit Coopératif, Imad Tabet, et une personne de la Nef, Léo Miranda. Donc, je vais vous les présenter toutes les quatre structures. En 2 mots, le rappel de ce que va être ce webinaire. On le divise en 2. La première partie étant essayer de comprendre quel est l'impact environnemental de votre épargne. Donc, quelle est la conséquence qu'ont vos économies sur vos comptes, qu'ils soient classiques ou de banque engagée, sur l'environnement. On va, par manque de temps, se concentrer sur l'environnement, ne pas aborder les sujets ni sociaux, ni sociétaux. On va malheureusement pas pouvoir aborder non plus les nouvelles offres de produits financiers, les nouvelles offres financières comme l'État, par exemple, qui propose des investissements directs. On va rester sur les banques et rester sur l'impact environnemental. Tous ces autres sujets, si on a beaucoup de retours dessus, pourraient faire l'objet de webinaires futurs. Mais pour réduire la complexité, on va se concentrer sur l'impact climatique des banques. Ça, c'est la première partie, comprendre. La seconde, il s'agit de proposer des leviers d'action. Donc ça va être, on va un petit peu en parler pendant les questions-réponses, mais une fois qu'on a compris l'impact environnemental de notre épargne, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cet impact? Et là, on va un petit peu lister, un petit peu discuter sur ces leviers. Voilà, donc pour vous présenter rapidement les intervenants de ce débat, de ce webinaire, on essaie de le rendre le plus interactif possible. Donc on va d'abord faire une courte présentation. Ensuite, on va vous faire un point, on va vous présenter le rapport que Alexandre et Laurette ont coécrit, donc Oxfam et les Amis de la Terre, sur l'impact climatique des banques. Ça va durer à peu près 15 minutes. Et ensuite, les 40 dernières minutes, on va passer à des questions-réponses. Donc celles-ci vont être organisées par thématique. On va commencer par l'impact environnemental de notre épargne, donc le sujet finalement. Ensuite, on va un petit peu être plus précis sur l'épargne. Donc quel type d'épargne est-ce qu'il est proposé? Quelle est la différence entre l'épargne verte et l'épargne classique? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est plus risqué? Est-ce que ça passe par les marchés financiers ou pas? Et ensuite, on va terminer par, encore une fois, un point pratique. Quels sont les leviers d'action qu'on peut utiliser pour réduire cet impact? Donc, pour vous introduire un petit peu les acteurs, du côté associatif, enfin, du côté présentation des concepts, en premier lieu, on a donc Oxfam France qui organise ce webinaire, le groupe local dont je fais partie, je m'appelle Jérôme, je suis un jeune qui étudie l'économie et qui a envie de donner son temps à une association. Je suis accompagné de Mélanie et d'Alice, et également d'Alexandre qui a du coup écrit le rapport. Et également d'une personne d'Oxfam France qui est là pour gérer les aspects techniques. Marion. Alors, on a également, du côté des Amis de la Terre, Laurette Philippot,
qui a contribué également au rapport. Pour vous présenter les deux structures ont des objectifs similaires, dans le sens où ce sont des associations internationales qui ont une antenne en France. Elles sont présentes chacune dans 70 pays environ. Et nos combats principaux, donc on partage des combats, ça va être effectivement le changement climatique, la justice financière et les inégalités, avec une emphase pour Oxfam un petit peu sur l'humanitaire, spécifiquement à l'international, et une emphase sur les amis de la Terre pour les énergies et les modes de consommation responsables. Donc sur ces combats, on se retrouve beaucoup, et sur les modes d'action également. Nos modes d'action sont communs, on publie énormément de rapports et d'articles. On organise des événements, comme ceci, ou si possible en physique, en des temps plus calmes. Et on fait du plaidoyer citoyen. Donc c'est simplement contacter les élus et les sensibiliser aux sujets qu'on essaye de pousser. Les sujets que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Climat, justice financière, inégalité. Ensuite, du côté des acteurs, des acteurs plus financiers, on a deux banques éthiques, pour le coup les deux seules banques éthiques de France, qui sont représentées ici ce soir. On va commencer par la plus ancienne, c'est celle qui représente Imad Tabet, c'est le Crédit Coopératif. C'est la banque historique de l'ESS, qui existe depuis, je pense, 130 ans, qui finance en grande majorité des petites entreprises, donc, encore une fois locales, et qui appartient à ses clients sociétaires. Donc à la différence des grandes banques classiques qui prennent leurs décisions d'investissement finalement en huis clos, on peut dire comme ça, le Crédit Coopératif va embarquer ses clients dans la prise de décision. Et cette caractéristique est également partagée par la NEF, qui est une banque 100% éthique, donc 100% responsable, également française, qui est un petit peu plus jeune, qui a 30 ans, qui propose encore une fois des produits et des investissements. Enfin, votre épargne à la nef ne sert qu'à investir dans des produits, dans des entreprises à visée sociale, environnementale ou culturelle. Donc je vais les laisser se présenter un petit peu plus. Est-ce que pour, du côté Amis de la Terre, du côté Crédit Coopératif et du côté NEF, vous pouvez chacun dire ce que vous voulez qu'on retienne sur vous, ce qui est le plus important en quelques phrases rapidement pour vous présenter à nos amis auditeurs. Peut-être Laurette, est-ce que tu pourrais commencer sur les Amis de la Terre? Qu'est-ce que tu penses qu'il est important de retenir sur votre association en un mot? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis chargée de campagne finance privée aux Amis de la Terre. C'est une asso qui a cette année 50 ans en France. Et donc, on essaye de lutter contre les causes structurelles des injustices sociales et climatiques. Et donc, en effet, on a identifié depuis maintenant plusieurs décennies même l'enjeu de la finance et de la finance éthique comme un levier pour justement lutter contre ces inégalités climatiques et sociales. Très bien. Maintenant, merci beaucoup. Du côté des banques, est-ce que Imad, tu pourrais nous présenter en quelques phrases ce qui est important, tu penses, de retenir sur le crédit coopératif? Oui, bien sûr. Donc, en un mot, le Crédit Coopératif est une banque qui est spécialisée dans le financement de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment on va dire notre métier principal. Et on a également plus de 300 000 clients particuliers avec vraiment une orientation autour des produits financiers de partage, solidaire, engagés. Donc ça, on va en parler ce soir. Merci beaucoup. Est-ce que Léo, tu peux faire de même pour la nef? Oui, tout à fait. C'était déjà assez bien résumé. Effectivement, on a une activité qui a à peu près 30 ans. L'objectif est vraiment d'utiliser l'épargne qui nous est confiée pour soutenir exclusivement trois grands secteurs d'activité que sont les domaines écologiques, sociaux et ou culturels. On peut avoir des projets qui cumulent, on va dire, les trois qualités. L'autre point qui me paraît assez important, c'est la notion de transparence. Qui va un peu de pair avec ce caractère un peu exclusif à financer des projets à impact et qui est quelque chose qu'on pratique depuis le début, c'est-à-dire qu'on publie l'intégralité des financements qu'on réalise chaque année, et ça depuis la création de la nef. C'est quelque chose qui est très attendu assez logiquement par nos clients épargnants, puisque ça leur permet de constater concrètement que leur argent n'est pas climaticide. Voilà ce que je voulais ajouter. Okay. Merci beaucoup. Voilà, maintenant qu'on a fait un tour des acteurs, on va rentrer dans le vif du sujet.
Donc on va commencer par une présentation du rapport d'Oxfam et des Amis de la Terre sur l'impact climatique des banques en France, donc les banques classiques. Puis on va continuer sur des questions et réponses. Si vous voulez poser vos questions en dynamique, vous pouvez les poser dans la partie Q&A qui est en bas à droite, Q et A. Si vous voulez chatter, vous pouvez l'utiliser dans le chat, mais réservez les questions pour la partie Q&A, ce sera plus facile pour nous. Voilà. Je vais donner la main à Alex, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter du côté organisation. Voilà. Je donne la main à Alex qui va vous présenter l'impact climatique des banques françaises. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Jérôme. Alors, je fais un partage d'écran pour vous montrer la petite présentation qu'on a préparée. Hop, c'est bon, vous voyez? Alors, on va vous faire en 15 minutes, on va faire un petit topo sur le lien entre les banques françaises et le climat, un lien qui ne paraît pas forcément évident, et des différents rapports qu'on a pu sortir ces dernières années entre Oxfam et les Amis de la Terre. Donc, pourquoi on fait un lien entre la finance et le climat? En fait, on a tous un compte en banque, on a tous de l'argent en banque, mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir où va notre argent derrière? La réalité est que les banques utilisent l'argent qu'on va déposer, l'argent de nos comptes épargne, pour financer plein d'entreprises à travers le monde entier, et notamment des entreprises qui vont polluer. C'est pour ça qu'il y a un lien entre l'argent qu'on va mettre en banque et derrière des émissions de gaz à effet de serre, une empreinte carbone. Cette empreinte carbone, elle va être réalisée par tout type d'entreprise. Donc, ça peut être Total, des entreprises automobiles, etc. Des grands pollueurs, des entreprises qui émettent beaucoup de CO2 et qui sont financées par d'autres grands pollueurs qui sont les banques françaises. En l'occurrence, 4, mais il y en a beaucoup plus. Enfin, il y a aussi la Banque Postale et le Crédit Mutuel. Tout ça pour dire, en fait, nous, on a essayé de quantifier qu'est-ce que ça représentait l'empreinte carbone des banques françaises. Comme les banques françaises ont beaucoup d'argent et qu'elles financent des projets à travers le monde entier, qu'elles financent beaucoup d'entreprises qui émettent beaucoup de CO2, on s'est demandé ça représentait quoi en termes d'empreinte carbone de l'ensemble de leur portefeuille de crédit, qui va être des prêts à des entreprises, mais aussi de leur portefeuille d'investissement, c'est des achats d'actions, d'obligations sur les marchés financiers. C'est des achats d'une part d'une entreprise sur les marchés financiers. Et la réalité fait un peu froid dans le dos. L'empreinte carbone des banques françaises, c'est presque 8 fois l'empreinte carbone de l'ensemble du territoire français. C'est absolument considérable, c'est colossal, et ça montre qu'il y a un énorme enjeu entre la finance et le climat. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on a un chiffre aussi élevé, c'est parce que les banques financent tout type d'activités très polluantes, mais aussi parce qu'elles gèrent beaucoup d'argent, comme je vous l'ai dit, et en particulier, en fait, le PIB, l'argent géré par les banques françaises, ça équivaut à 3 fois le PIB de la France, 3 fois les richesses de la France. Donc, c'est logique qu'on ait des ordres de grandeur aussi importantes, mais c'est pourquoi on doit s'intéresser à où va notre argent et que font les banques de notre argent. En miroir, en fait, c'est ce que je disais, nous, notre épargne va avoir un impact. Notre argent en banque va avoir un impact, que ce soit notre compte courant ou notre épargne bancaire. Vous pouvez aller voir le rapport qu'on a récemment sorti du côté d'Oxfam France. On a aussi un calculateur en ligne pour voir l'empreinte carbone de votre argent. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a une empreinte carbone liée à notre consommation, à notre alimentation, à nos transports, prendre la voiture, etc. Mais que notre argent en banque a aussi une empreinte carbone. Et qu'en réalité, c'est notre premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc, à titre d'exemple, si vous avez 25 000 € chez BNP Paribas, ça émet en une année autant que 9 trajets aller-retour Paris-New York en avion. C'est absolument considérable. Voilà pour un peu l'ensemble de la situation entre les banques et le climat. Et Laurette va vous dire pourquoi spécifiquement les banques françaises traditionnelles ne respectent pas du tout la transition écologique. À toi, Laurette. Merci, Alex. Ouais, donc derrière cette empreinte carbone qui est en effet colossale, il y a un secteur qui est en fait le plus polluant au niveau international, qui est celui des énergies fossiles. Et aujourd'hui, c'est un des premiers enjeux pour réussir à vraiment engendrer une transition écologique et sociale.
c'est d'être en capacité, dans un laps de temps qui est hyper restreint et qui tend à se rétrécir un peu plus chaque jour, de réorienter les flux financiers donc, vers les causes de la crise, depuis les causes de la crise vers les solutions à la crise, et donc notamment vers les énergies fossiles, depuis les énergies fossiles vers les solutions, et notamment les énergies renouvelables et les énergies bas carbone. Et en fait, alors que cet enjeu est reconnu très largement par la science, quand on regarde les planifications à moyen et long terme de ce que prévoit l'industrie fossile, on n'est pas du tout ni dans une trajectoire de décroissance vis-à-vis de ces secteurs-là, ni dans une trajectoire de stabilisation, mais clairement dans une trajectoire de croissance toujours plus forte du secteur des énergies fossiles, de l'ouverture de nouvelles réserves pétrolières gazières, de la construction de nouvelles centrales à charbon, etc. Et donc, ouais, c'est bon, tu peux passer. Et donc, vis-à-vis de cet enjeu-là, il faut qu'on puisse réorienter les flux financiers des banques pour qu'elles cessent de continuer à alimenter le développement des énergies fossiles. Mais les banques françaises font complètement le contraire. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été révélés en mars 2020 dans un rapport international sur tout ce que les banques au niveau international ont donné aux énergies fossiles depuis la COP21 et depuis l'adoption de l'accord de Paris sur le climat. Et donc les 4 plus grosses banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et le groupe BPCE, ont financé les énergies fossiles à hauteur de presque 200 milliards d'euros depuis la COP 21. Et ce qui est le plus alarmant, c'est que, et cela malgré une stratégie de communication qui devient de plus en plus rodée de leur part, ces financements fossiles-là ne sont pas en train de décroître. Au contraire, depuis 2016, ces financements ont continué d'augmenter. Donc les banques françaises continuent à en fait, donner de plus en plus d'argent aux énergies fossiles. Je ne sais pas si tu peux passer au slide suivant. Et donc au total, entre 2016, donc le lendemain de l'adoption de l'accord de Paris, et 2019, l'année dernière, les grandes banques françaises ont augmenté de 43% leur financement aux énergies fossiles. Donc clairement, elles sont en train de prendre la direction opposée de la transition énergétique. Elles sont même en train d'œuvrer activement à ce qu'on ne puisse pas respecter les objectifs fixés au niveau international. Ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on n'a pas remis dans cette présentation-là, c'était des données qui avaient été révélées par Oxfam, c'est que sur 10 euros qui est aujourd'hui donné par les banques françaises au secteur énergétique, il y a 7 euros qui est dirigé vers l'énergie fossile, VS 2 euros qui va aux énergies renouvelables. Donc, c'est-à-dire que le monde de demain qui est en train de construire aujourd'hui les banques françaises est clairement un monde qui est toujours plus addict aux énergies fossiles et en fait, à la marge, se développe dans les solutions à la crise climatique. Tu peux passer à la slide prochaine, ouais. Je voulais aussi zoomer sur un secteur sur lequel on a fait énormément de recherches dans les dernières années, des Amis de la Terre. Premièrement, parce que c'est un des secteurs qu'on connaît bien en France pour ses impacts environnementaux et sanitaires désastreux, le secteur des pétroles et gaz de schiste, mais également parce que c'est le secteur qui prévoit la plus forte croissance de sa production pétrolière et gazière. Donc, quand je disais tout à l'heure que les industriels ne prévoient pas de baisser la croissance des énergies fossiles, et ben là, c'est le secteur qui en fait concentre le plus gros risques climatiques au cours des prochaines années et des prochaines décennies. Et donc, on est allé regarder de quelle manière ce secteur se développait et avec quelle aide des banques françaises. Donc ça, c'est des données qu'on a révélées en mai de l'année dernière, et non, de cette année, je veux dire, qui montrent justement qu'au total, ces 4 grandes banques françaises ont financé à hauteur de 22 milliards d'euros ce secteur-là des pétroles et gaz de schiste, avec clairement en tête Société Générale qui joue en ce moment même un rôle particulièrement important dans le développement de nouvelles infrastructures de pétrole et gaz de schiste, notamment aux États-Unis et au Canada. Je te laisse la main, Alex.
Alors là, Laurette, elle vous a présenté qu'est-ce que les banques françaises ont fait les dernières années. La question est de savoir maintenant, on en est où aujourd'hui et vers quel monde les banques françaises nous emmènent. On peut leur donner le bénéfice du doute de dire, ah bah aujourd'hui, elles se sont toutes engagées à réduire leur financement aux énergies fossiles, à réduire leur financement et investissement dans des projets bruns néfastes pour le climat. Sauf que non, la réalité est malheureusement terrible. Et on a analysé avec un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4, qui est spécialiste dans la transition écologique et qui conseille lui-même des banques, c'est quoi la température des banques françaises. Et si les banques françaises continuent de financer l'économie comme elles le font aujourd'hui, vers quel monde elles nous emmènent d'ici à 2100? Elles nous emmènent à un monde à plus de 4 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire un monde à plus de 4 degrés, alors que les scientifiques recommandent de ne pas dépasser la barre de 1,5 degré? Un monde à 4 degrés, où un réchauffement planétaire est à 4 degrés, ça veut dire qu'il y a des inondations qui interviendraient plusieurs fois par an à Nantes, à Bayonne ou à Dieppe. Ça veut dire que les feux de forêt en France, ils augmenteraient de plus de 40%. Et ça veut aussi dire qu'on pourrait atteindre des pics et des vagues de chaleur en Île-de-France qui sont à l'heure actuelle de 7 jours et qui pourraient atteindre jusqu'à 90 jours dans un monde à plus de 4 degrés. Ce sont donc des conséquences extrêmes et l'impact climatique des banques a un rôle absolument colossal à jouer là-dessus. Et c'est pour ça que notre argent, tout comme l'orientation des politiques des banques, est absolument fondamental. Laurette, je te relaisse la main. Ouais, tu peux passer à la slide d'après. Oui, et donc c'est au cœur des demandes qu'on pose, nous, Oxfam et Amis de la Terre, pour résoudre cet enjeu. C'est d'exiger du gouvernement, notamment du gouvernement français, une régulation sur les activités anti-climat des banques et donc de pouvoir garantir et de contraindre les banques à s'aligner et à aligner l'ensemble de leur portefeuille avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Parce que comme le disait Alexandre, en fait, les engagements volontaires pris par les banques se multiplient notamment depuis 2013 et depuis 2015 et depuis l'accord de Paris. Donc, tous les 6 mois, les banques viennent avec des nouveaux engagements en disant on arrête le charbon, on commence à réduire notre empreinte carbone, etc. etc. Par contre, comme les données le montrent dans l'ensemble des rapports qu'on a présentés, ça ne permet pas du tout de répondre à l'urgence climatique. Et donc, il y a quand même un fossé qui continue à se creuser entre la communication des banques et la réalité de leurs activités. Et donc, face à cet enjeu, il paraît vraiment crucial et d'une responsabilité publique que le gouvernement intervienne pour, comme il le fait pour les objectifs d'émission du pays, puisse intégrer le réel bilan carbone des banques dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre de la France et de son industrie, et force les acteurs financiers sur des trajectoires d'alignement avec l'accord de Paris qui puissent être suivis, évalués et qui puissent être assortis de sanctions si justement les banques continuent à aller dans le sens inverse de l'histoire et du coup à continuer à financer les secteurs les plus polluants et donc à soutenir directement les causes du dérèglement climatique. Bien, voilà, merci. On a essayé de faire court. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour votre attention. Très bien. On a une ou deux questions du public qui aimeraient clarifier un point. Alors, en premier lieu, est-ce que l'argent des banques françaises concerne uniquement l'argent des Français et quelle partie vient plutôt des étrangers? Alors là, vous me posez une colle, je n'ai pas le chiffre. Je n'ai pas le chiffre non plus, mais c'est l'argent la majorité
la grande majorité des clients des banques françaises sont des Français. Alors, évidemment, des étrangers qui habiteraient en France ou d'autres personnes. Par exemple, en Belgique, la BNP Paribas a des filiales, mais la grande majorité sont des clients français. Alors après, c'est vrai que dans les banques qui ont été présentées, certaines ont finalement une grande partie de leur activité, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'international, et donc aussi bien sur la partie crédit que sur la partie ressources. Donc effectivement, sur on va dire les grandes multinationales bancaires, là, il faut regarder banque par banque. Oui, peut-être, pour rajouter un petit élément de réponse, pareil, je n'ai pas de chiffre précis, mais on voit aussi les grandes banques françaises ont fait des choix de développement au niveau international. Typiquement, la BNP Paribas est particulièrement présente en Belgique et aux États-Unis. La Société Générale est vachement présente dans les pays de l'Europe de l'Est, a une volonté forte de se développer en Afrique. Donc, en effet, ça joue aussi un rôle de présence à l'international. Du coup, ça permet très facilement de lier une autre question du public qui est, maintenant qu'on sait ça, comment choisir entre ces banques? Et la question était, est-ce que Oxfam va sortir un rapport classant les banques sur un échelon environnemental? Donc ça, c'est une question pour Mélanie, Alice ou Alex. Alors, les Amis de la Terre, ils font avec plus de 200 autres ONG, parce que la question était sur les banques internationales, c'est ça? Il y a un rapport chaque année, c'est uniquement sur le secteur des énergies fossiles, qui est publié et qui montre les pires banques et le montant des investissements dans les énergies fossiles. Pour info, les banques françaises sont plutôt bien positionnées dans les pires élèves. Ça s'appelle, on pourra vous mettre le lien dans le chat, parce que c'est un titre en anglais. Et globalement, en fait, dans les rapports dont vous pouvez voir déjà les liens, on a des classements de l'empreinte carbone des banques. Donc, vous pourrez directement, par vous-même, juger des pires banques françaises selon leur empreinte carbone. Ok, merci beaucoup. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette présentation, on va passer à la première partie du Q&A, des questions et réponses, qui concerne du coup l'impact environnemental, qui est finalement le cœur de cette présentation. Et pour ça, on va poser une question assez simple, qui peut être vaste. Donc, en essayant de garder la réponse simple, là, je m'adresse à Léo et à Imad. En quoi est-ce que votre banque est verte? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une banque verte? Donc, tu peux commencer, Léo, par exemple, et on tournera ensuite. Allez, c'est parfait. Alors, en quoi ça consiste? Je peux donner un petit peu l'exemple, l'exemple un petit peu de la nef, ça sera un peu plus parlant. Pour moi, une banque verte, c'est une banque qui investit l'essentiel de l'argent qui lui est confié, donc confié par ses épargnants, clients essentiellement particuliers, mais pas que. Ça peut être aussi des entreprises qui peuvent confier aussi de l'argent et qui l'utilisent dans une activité de financement qui peut être au travers du crédit ou au travers de mécanismes financiers d'investissement vers des structures qui ont un critère délibéré d'impact positif sur l'environnement. Donc, on peut dénombrer pas mal de choses là-dedans sur le côté vert, qui est peut-être un peu générique, un peu fourre-tout parfois aussi. Si on peut reclasser un peu les différentes activités qu'on peut y retrouver, on va retrouver tout ce qui est énergie renouvelable, donc en opposition justement aux énergies fossiles, souvent au nucléaire aussi. Je sais que ça peut faire débat aussi, mais en règle générale, on va plutôt mettre en face des énergies fossiles plutôt des énergies renouvelables, donc photovoltaïque, éolien, marée motrice, plus récemment méthanisation, des choses de ce type. On va avoir aussi tout ce qui peut être association de lutte contre l'environnement, donc plutôt sur le volet un peu prise de conscience, éducation populaire, plaidoyer, qui peuvent avoir aussi des besoins de financement, qui peuvent vouloir se développer et on peut financer ce type d'activité.
Et enfin, il y a un gros morceau qui est la filière bio dans son ensemble, donc la filière vraiment liée à l'alimentaire, que je voudrais retenir ici. On va retrouver vraiment toute la filière, donc vraiment des producteurs, des agriculteurs qui sont en agriculture biologique, biodynamique aussi, pour les plus pointus d'entre eux. On va retrouver toute la partie transformation aussi des produits alimentaires jusqu'à la distribution, donc avec les magasins bio, les commerces bio qu'on peut retrouver. Il y a d'autres choses dans le monde du commerce qui ont un impact climat assez positif, qui ont un projet un petit peu différent, comme le réseau de magasins vrac qui est en train de se développer quand même assez activement. Donc là, on est plus sur de la lutte contre les déchets. Souvent, les magasins vrac ont aussi une démarche de proposer une grande partie de produits issus de l'agriculture biologique, mais ce n'est pas le premier sens, on va dire, des différents projets qui sont proposés. Et ensuite, on peut avoir pas mal d'autres activités donc en faveur de la mobilité douce, voilà, de l'autopartage, de structures comme Mobicop, si je dois donner un petit peu des exemples. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal, mais je pense que Imad pourra me compléter aussi si j'ai oublié certains secteurs d'activité. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'orienter l'épargne vers ces secteurs d'activité-là par le biais du crédit, mais pas seulement, ça peut être aussi de l'investissement. Bien. Du coup, Imad, à ton tour, et pour le crédit coopératif. Oui, donc en quoi on est vert? Alors, juste pour préciser, donc, le crédit coopératif est un petit peu plus gros que la nef, bien qu'on reste petit si on compare aux banques que vous avez présentées tout à l'heure. Donc nous, si je dois donner une illustration, on s'est investi très tôt en fait dans financer les projets de production d'énergie renouvelable en France. Donc, depuis 2006, on était une des premières banques à aller sur ce terrain-là de façon, on va dire, importante. Et c'est quelque chose qu'on continue à faire, puisqu'on a d'ailleurs partagé un certain nombre de dossiers avec la NEF, puisqu'on se retrouve tout à fait sur ce terrain-là. Et donc, voilà, chaque année, on finance dire plusieurs dizaines de grands projets de production d'énergie renouvelable en France. Après, effectivement, il y a tous les secteurs que Léo a cités tout à l'heure, sur lesquels on est présent également et sur lesquels je vais pas revenir, le bio, les associations environnementales, etc. Il y a un corollaire qui, pour moi, est logique et évident, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait finalement? Quels sont les projets sur lesquels on va et quels sont les projets sur lesquels on ne va pas? Donc, nous, on a formalisé des lignes directrices au niveau de notre politique de crédit pour exclure certains secteurs. Donc, tout à fait dans la logique du rapport qui a été présenté tout à l'heure, il y a certains secteurs dont on considère qu'il n'est pas, on va dire, responsable de financer quand on a donc les engagements et les valeurs qu'on a. Et donc, on a exclu strictement le financement des énergies fossiles, le secteur nucléaire, les biocarburants. Alors, les biocarburants, c'est controversé, parce que d'aucuns diront que ça fait partie des énergies renouvelables, et on a fait ce choix-là, donc d'exclure les biocarburants. L'armement, bien sûr, ça, c'est évident. Les activités d'exploitation forestière, de commercialisation du bois et d'industrie papetière qui ne respectent pas les principes de gestion durable, le transport maritime non responsable, la pêche maritime non durable et la fabrication des pesticides. Donc, sur ces 8 secteurs-là, on a clairement une politique d'exclusion de financement, puisqu'on considère qu'on n'a pas à y aller. Très bien. C'est très bien, c'est la question que je comptais poser ensuite. Donc, est-ce que Léo, tu peux aussi nous dire ce que la NEF exclut comme investissement? Tu veux couper, Léo, on a perdu le son, Léo. Je m'étais coupé, excusez-moi, pour ne pas créer d'interférence. Oui, on a à peu près les mêmes critères d'exclusion. J'ajouterais le tabac, la pornographie, en tout cas tous les secteurs qui seraient soit climaticides, soit poseraient des problèmes éthiques réels. On va
nous, c'est vrai que l'idée, au-delà de ces critères d'exclusion qui peuvent être utilisés aussi par les fonds ISR, hein, notamment, l'idée, c'est d'aller peut-être un pas plus loin en essayant vraiment de sélectionner sur la base d'une grille de critères qui nous permettent d'aller financer pas forcément des projets neutres en termes d'impact, mais vraiment où on a le sentiment et l'assurance qu'il y a une vraie démarche soit dans le domaine de l'écologie, soit dans les domaines sociaux ou culturels, qui est proposée par le porteur de projet. L'idée, c'est vraiment de réserver l'épargne des épargnants de la nef pour ce type de projet et de ne pas aller sur des projets peut-être plus classiques qui rentreraient effectivement qui ne rentreraient pas dans les critères d'exclusion. Donc peut-être d'être un peu plus fin, un petit peu plus excluant dans les faits, mais c'est aussi dans notre ADN en fait depuis le départ d'être assez militant en fait dans ce travail-là, et c'est ce que nous demandent activement nos épargnants, de pouvoir avoir une belle liste des prêts à la fin de l'année où on a l'ensemble des projets dans la filière bio, dans les énergies renouvelables et puis dans les domaines sociaux et culturels dont on ne parle pas trop aujourd'hui, mais qui sont aussi importants. Ok, merci de nous avoir expliqué ce dans quoi vous investissez et ce dans quoi vous n'investissez pas. Maintenant, on a une question sur un produit vert que tout le monde connaît et on voulait savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pouvez le lier à ces politiques d'investissement? Est-ce qu'il est réellement vert ou pas? Pour l'instant, le seul produit vert auquel on a tous accès, c'est le livret de développement durable. Notre question, c'est simplement qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il est assez vert? On va commencer avec Imad. Alors, non, pas suffisamment à notre goût, je le dis clairement. Aujourd'hui, le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, ce que prévoit la loi, c'est qu'il y a une partie en fait, des fonds que vous déposez sur le livret qui remonte à la Caisse des dépôts et qui va servir à la Caisse des dépôts à financer le logement social. Donc, c'est 60% des dépôts qui remontent à la Caisse des dépôts. Il reste 40% dans le bilan des banques. Et derrière, ce que la loi dit, c'est que ces 40%, il y a 80% au minimum qui doit financer les PME, 10% qui doit financer, on va dire, la transition énergétique, je crois que c'est ça le terme dans la loi, et 5% qui doit financer, ça c'est nouveau, ça date de 2020, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc 80% PME classique, 10% financement vert, 5% l'ESS. Bon, clairement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et d'ailleurs, nous, on a une réflexion en cours. A priori, ça sera lancé en 2021 pour aller au-delà de ces ratios minimaux, puisque après tout, sur les PME, on peut trouver des entreprises vertes, on peut trouver des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et donc on va pouvoir augmenter volontairement, au-delà du minimum légal, ces ratios pour avoir un LDDS qui soit, on va dire, plus vert. À côté de ça, on a créé, et ça depuis une quinzaine d'années, un livret qui s'appelle le Code vert, qui lui est tracé à 75% sur des financements verts. Hein. Donc voilà, on est sur un niveau plus élevé et qui permet d'investir jusqu'à 200 000 euros sur ce produit-là pour aller derrière financer des projets de transition énergétique, écologique, etc. Donc clairement, le LDDS actuel n'est pas suffisamment vert, mais vous pouvez trouver dans certaines banques des produits qui sont plus verts que ça. D'accord. Du coup, Léo, je te poserai une question suivante pour faire plus simple, parce que là, vu qu'il a assez bien expliqué le LDDS. Et du coup, là, c'est une question qui s'adresse plutôt à Oxfam et aux Amis de la Terre, donc à Alex et Laurette. Est-ce qu'il y a d'autres produits verts à part ce LDDS qui existent dans les banques classiques? Est-ce qu'on peut les trouver? On pense typiquement il y a des labels comme le label Finansol. Quel type de produit vert existe en fait dans les banques classiques, à part le LDDS? On se regarde, donc tu complètes Laurette si besoin. Très rapidement, parce que j'ai vu des questions aussi défiler là-dessus, moi je vous dis, méfiez-vous du label ISR, investissement socialement responsable. Il y a beaucoup de social et greenwashing là-dedans. Typiquement, si vous mettez votre argent dans un label, dans
dans une banque qui va mettre dans un fonds labellisé ISR, vous n'avez pas la garantie que votre argent ne va pas financer des projets d'énergie fossile. C'est juste un exemple. Donc, concrètement, pour nous, des labels qui sont gages de qualité, c'est le label Finansol, qui va couvrir plus que des activités vertes, mais aussi des activités à fort impact social. Et un autre label, c'est le label Greenfin, qui est délivré par le ministère de la Transition écologique. Voilà, en très concis. Ouais, peut-être pour ajouter quelques éléments. En effet, il y a vraiment un fossé assez important entre ce qu'aimerait ce qu'aimerait que soit fait de leur épargne par les épargnants. Donc, il y a notamment des sondages qui montrent qu'il y a vraiment une vaste majorité des Français qui ne veulent pas que leur épargne finance notamment les énergies fossiles. Par contre, dans la quasi-totalité des fonds, finalement, on retrouve des entreprises qui sont parmi les plus polluantes. Donc là, on peut parler des énergies fossiles, mais plus largement des grandes multinationales qu'on a pointé du doigt plus tôt. Et donc, en effet, c'est très compliqué de savoir clairement où va son argent, et c'est aussi vraiment un enjeu d'opacité de la part des acteurs financiers de ne pas mettre à disposition cette information. Et sur la question des produits financiers, je voulais juste ajouter que malgré tout, même s'il y a en effet des fonds qui pourraient, dans une grande banque polluante, exclure les secteurs polluants et les espèces polluantes, ce qui déjà reste à démontrer. C'est aussi des vases communicants, et donc il faut vraiment faire attention à quelle est la politique des fonds et quels sont les labels, mais également regarder à la banque en général. Et donc, en effet, même avoir un fonds Finansol à BNP Paribas, déjà, je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas une solution pérenne, et c'est pas ce que nous, on encouragerait les citoyens. D'accord. Merci. Du coup, on a terminé la partie sur l'impact environnemental, on a répondu aux questions les plus importantes qu'on a pu remonter. On va passer à la partie marché et risque, en commençant par une question de marché assez simple. Est-ce que la NEF et le Crédit Coopératif financent les marchés financiers, enfin, finalement investissent dans les marchés financiers ou non? C'est une question à vous deux. Léo, tu peux commencer? Pour moi, la réponse peut être assez simple. Non, on n'a pas d'activité d'investissement au sens propre du terme. On n'a pas de salle des marchés. On intervient uniquement en utilisant l'épargne des clients, soit pour financer des projets dans les 3 secteurs que j'ai présentés tout à l'heure, et on se garde une réserve de liquidité qui reste sur des comptes en banque. En attendant d'être utilisé. Il y a forcément un décalage entre le dépôt d'épargne des clients et l'utilisation par les clients professionnels pour pouvoir réaliser des crédits. Puis c'est important aussi de garder quand même un volant de liquidité pour s'assurer que le système fonctionne bien. Mais il n'y a pas d'activité d'investissement, pas de salle des marchés du côté de la NEF. Et du côté du Crédit Coopératif? Alors, du côté du Crédit Coopératif, alors nous, à la différence de la NEF, on est une banque. C'est-à-dire qu'on a un agrément bancaire, et donc on réalise toutes les opérations de banque, dont l'ouverture de compte courant. Et pour toutes les banques, il y a un marché interbancaire où, au jour le jour, en fait, il y a en fonction des banques qui vont se retrouver excédentaires en ressources et celles qui vont être déficitaires, parce que tout ça, au jour le jour, s'arbitre, il y a des échanges qui se font. Donc, à ce titre-là, oui, en tant que banque, on est obligé d'être sur le marché interbancaire. Après, on n'a pas d'activité, on va dire, d'investissement sur les marchés financiers pour compte propre sur notre propre ressource. On ne va pas aller spéculer. On a aujourd'hui 13 milliards d'euros de collecte, donc d'argent qui est déposé par nos clients. Et en face, on a 13,2 millions d'argent collecté auprès de nos clients, 13,2 milliards d'argent collecté auprès de nos clients, 13,4 milliards de crédits réalisés
sur des clients. Donc, globalement, l'argent qui est déposé par nos clients correspond au montant des crédits qu'on fait à nos clients. Donc, là-dessus, on est en phase. Après, il y a effectivement des activités de refinancement, on va dire pour les questions de liquidité que Léo évoquait tout à l'heure, les échanges interbancaires au jour le jour, etc. Cette partie financière qui, on va dire, s'équilibre elle-même. Mais globalement, on n'est pas dans une logique où on prend l'argent des clients pour aller les placer sur les marchés. L'argent des clients, à plus de 100% finalement, sert à financer des crédits pour nos clients. D'accord. Un rappel pour poser la distinction, effectivement, ce que voulait dire Imad, c'est que le crédit coopératif est adossé au groupe BPCE, et dans le sens, ils ont un statut de banque, mais ils ont malgré tout leur indépendance en termes d'investissement. Donc c'est effectivement une structure différente de la nef, qui est indépendante. Encore une fois, le crédit coopératif est libre de ses investissements. Donc c'est voilà, deux structures qui n'ont pas les mêmes enjeux. Et du coup, une question dans la continuité, comment est-ce que vous sélectionnez les projets? Ah, pardon. On me propose de proposer à la nef de répondre. Est-ce que la nef veut répondre à ce qui vient de se dire? Est-ce que Léo, tu veux répondre? Il a déjà répondu. Par contre, micro coupé, Léo. Okay. Ah, voilà, c'est ça. Non, pas Ce forcément. dire, ou non, d'accord, ok, très bien. Je ne sais pas sur quel point en particulier, mais… Réagir par rapport au fait que les distinctions banque, non-banque. Oui, peut-être juste pour préciser, effectivement, on est une société financière, donc c'est un agrément de banque un peu partiel. En France, les agréments ne sont pas donnés de la même manière à tous les établissements. Nous, on a la possibilité de réaliser donc toute une activité crédit, et ça depuis notre création. On a eu des extensions d'agréments qui nous ont amenés sur le terrain du livret, donc vraiment de gérer l'épargne de court terme, chose qu'on n'avait pas avant. Et on a eu également une extension d'agrément il y a quelques années pour gérer des comptes courants pour les clients professionnels uniquement. Et nous n'avons pas d'agrément à ce stade. Ça viendra sans doute un jour. On y travaille pour gérer les comptes courants pour les particuliers. D'accord. Ok, merci. Une question qui suit, c'est une question liée au marché des risques. Est-ce que épargner vert, donc auprès de vous finalement, ou épargner vert auprès des banques classiques, c'est plus risqué que l'épargne classique? Est-ce que ça donne moins de rendement? Donc c'est deux questions en parallèle. Est-ce qu'on a plus de chances de perdre de l'argent? Et est-ce que le rendement est plus faible? Voilà. Je pense qu'on va commencer par Imad. Alors, moi, pas du tout. C'est-à-dire que, après, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites sur la partie rendement pour dire est-ce que les fonds verts, et puis plus généralement, c'était plutôt sur les fonds ISR, est-ce qu'ils rapportent plus, qu'est-ce qu'ils rapportent moins? Donc, vous avez des études qui démontrent tout et son contraire. Mais globalement, aujourd'hui, il y a un consensus, on va dire, parmi les analystes financiers qui s'intéressent à ces questions-là, c'est de dire que globalement, les fonds qui ont une stratégie d'investissement socialement responsable, mais une vraie, hein, pas le greenwashing, ont tendance à avoir, on va dire, des performances qui sont plus stables dans le temps. Donc, ça lisse un peu ce qu'on appelle la volatilité sur les fonds financiers, c'est-à-dire les variations, on va dire, trop fortes d'une année à l'autre. Après, donc il n'est pas démontré qu'elle soit moins performante. Après, là, on est plus dans le registre de la conviction que dans le registre de l'étude économique. À partir du moment où on est sur un produit qui va prendre en compte les risques environnementaux, prendre en compte les risques sociaux, prendre en compte les risques climatiques, sur le long terme, moi, je suis convaincu que les entreprises qui ont une vraie démarche engagée là-dedans, encore une fois, pas le greenwashing, parce que vous avez eu raison de souligner tout à l'heure que derrière l'investissement socialement responsable, aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi et que à peu près n'importe quelle entreprise peut se dire, à part quelques-unes, peut se dire socialement responsable. Donc, il faut être assez exigeant sur les critères à la fois de sélection et d'exclusion pour ce type de fonds-là. Mais à partir du moment où on prend en compte ces risques de long terme qui ne sont pas pris en compte par les entreprises classiques, pour moi, forcément,
à long terme, ça sera payant, ça sera gagnant. Même si à court terme, effectivement, si on est dans une logique spéculative, on pourrait avoir des entreprises classiques qui sont plus performantes. Donc sur la question du risque, au contraire, c'est une façon de réduire le risque, d'aller sur des investissements verts si on raisonne à long terme. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Est-ce que Léo, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet rendement et risque? Oui, sur la partie risque, peut-être simplement préciser que quand il s'agit vraiment de produits d'épargne vert comme ceux qui ont été présentés et qui sont disponibles, que ce soit au Crédit Coopératif ou à la Nef, il faut bien avoir à l'esprit qu'en tant qu'établissement financier, on cotise au fonds de garantie des dépôts et de résolution. C'est ce qui assure une sécurité pour l'épargnant. Donc, à la différence de produits d'investissement dans lesquels on va pouvoir prendre des titres financiers sur lesquels on va avoir une part de risque. Quand on est sur un produit d'épargne, il y a une sécurité qui est portée par l'État. Alors, effectivement, si le système financier global s'effondre, ça aura du mal à fonctionner, mais en tout cas, la logique est que les banques cotisent à ces fonds-là, y compris pour les fonds verts, enfin pour les produits d'épargne verts. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là en termes de risque, pour que s'il y a un problème pour l'établissement bancaire, qu'il n'arrive plus à faire face, qu'il n'arrive plus à rembourser ses épargnants, il puisse y avoir une prise en charge par l'État à hauteur de 100 000 euros par compte. Donc, il y a quand même une limite haute, mais qui couvre déjà quand même une bonne partie des produits d'épargne des clients. Donc, c'est important aussi de l'avoir en tête. Il n'y a pas plus de risque quand on épargne vert que quand on épargne sur un livret A ou sur un livret B complètement classique dans une autre banque. Si tant est que c'est bien un produit d'épargne, là aussi, il faut bien faire la différence entre ça et des produits plus d'investissement qui amènent une part de risque. Mmh. Très bien. Ok, merci. J'aurais dans ce cas 2 dernières questions pour vous deux. D'abord, de façon pratique, comment est-ce que vous sélectionnez les projets que vous allez financer? Tu peux commencer. Moi? Pardon, je n'avais pas entendu. Oui, donc c'était Léo ou c'était moi? Non, toi, vas-y. Donc, sur les critères de sélection, alors il y a bien sûr des critères économiques. On ne peut pas aller financer un projet si on ne croit pas dans la pérennité économique du projet, et des critères extra-économiques. Nous, clairement, comme je le dis en introduction, on est spécialisé dans le financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui sont des entreprises qui ont des critères extra-économiques sur leur projet. Donc, typiquement, j'ai évoqué les secteurs d'exclusion tout à l'heure, on ne prend pas en compte que les critères économiques dans nos financements et dans nos investissements. Oui, pour rebondir sur ce que disait Imad, ça va se ressembler un petit peu. L'idée est vraiment de s'assurer, parce qu'il s'agit d'une activité crédit, donc de s'assurer quand même que le porteur de projet, que le projet qui nous est présenté a des chances de se développer et de réaliser ses prévisions économiques. Donc là, on va s'assurer d'un minimum d'apport, peut-être de garanties qui soient suffisamment importantes, comme d'autres banques. Mais c'est pour aussi sécuriser le système dans sa globalité, sécuriser aussi le porteur de projet, puisque en entreprenant une activité économique, on prend aussi des risques en tant que porteur de projet. Donc ça, c'est vraiment important de s'assurer que d'un point de vue économique, le projet tienne la route et ait des grandes chances de fonctionner. Il n'y a pas de risque zéro, c'est aussi notre métier de prendre une partie des risques et de gérer cette incertitude. Et ensuite, on va appliquer effectivement une grille de critères éthiques qui n'est pas forcément écrite. Nous, on tient pas mal à cela. Donc il y a effectivement les critères d'exclusion. On se réfère quand même à ce qu'on a pu faire par le passé. Bon, c'est là où on se dit qu'effectivement, un magasin bio, un agriculteur en bio, la production d'énergie renouvelable citoyenne, du commerce équitable, du logement social ou un café culturel, il n'y a pas de souci, on peut y aller globalement les yeux fermés sur les critères éthiques. On n'écrit pas cette grille-là parce que on veut être ouvert quand même aux innovations sociales en fait, qui sont assez nombreuses.
Comme le disait Imad tout à l'heure, dans les années 2000, le crédit coopératif et puis la nef aussi ont commencé à s'intéresser aux énergies renouvelables. Si on avait figé, on va dire, une grille de critères éthiques dans les années 90, on serait peut-être passé à côté de ça. Il y a quelques années, les magasins vrac, ça n'existait pas du tout. Je sais pas, des monnaies locales. Enfin, il y a quand même pas mal d'innovation qui est proposée et c'est important d'être à l'écoute aussi de cela et de pouvoir accompagner les projets qui vont dans le bon sens et donc d'avoir une grille de critères relativement souple, ouverte, qui permettent d'intégrer tout ce qui va se faire de positif, tout ce qui se fait de positif déjà aujourd'hui et ce que nous réservera demain, dont on n'est pas encore au courant aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Il est 19h30, mais on a reçu énormément de questions, donc on vous propose de terminer sur encore 10 minutes. On va poser quelques dernières questions à Alex et Laurette, et ensuite proposer des leviers d'action, qu'on aura fini vers 19h40, vers 20h40 à peu près, si ça vous va. Et une dernière question bonus, rapidement, pour vous deux, Léo et Imad, avant de passer à Alex et Laurette. Est-ce que oui ou non, si Total propose un financement de projet renouvelable, vous pouvez leur accorder un prêt Total, imaginons. Tu vois. Enfin, clairement, Total n'a pas vocation à faire partie de nos clients, donc nous, clairement, on n'ira pas. D'accord. Et Léo? Non, on n'ira pas. Et selon un principe, ça permet de rebondir un peu, de compléter ce que je disais à l'instant. C'est qu'on va, on va regarder aussi l'adéquation entre le projet qui est porté et l'entreprise, l'adéquation entre le projet qui est porté et le porteur de projet. Et que ça fait partie vraiment du choix sur l'éthique qui va être, c'est une éthique globale qu'on va rechercher, pas uniquement le side project d'une entreprise qui par ailleurs est hyper polluante. Donc nous, on n'ira pas. Et je pense que pour EDF, partie ENR, même si c'est une grosse production d'électricité qui est faite, on n'irait pas non plus. D'accord. Ok. Rassurant. Merci beaucoup. Ok. Du coup, avant de conclure avec Alex et Laurette, est-ce que vous pourriez, Alex et Laurette, nous donner votre point de vue sur quelques questions du public, encore une fois? Par exemple, on a eu des questions sur les néobanques. Est-ce que leur présence change la donne en termes d'investissement vert? L'un ou l'autre. Bon, vas-y, je vais prendre la main cette fois-ci. En fait, pour revenir aux interventions qui ont été faites avant Imad et Léo, être une banque éthique, ça nécessite de correspondre à certains critères qui sont en fait relativement stricts, notamment sur une clarté totale sur l'orientation des flux financiers, sur une transparence, etc. Et en fait, pour cette néobanque qui émerge aujourd'hui, il manque encore de clarté sur quel cadre va être donné, voilà, quel modèle va être choisi. Et du coup, pour l'instant, ça reste encore flou sur est-ce que ça va réellement garantir de cocher toutes les cases de ce que doit être une banque éthique. Donc c'est un peu là-dessus que je pense il faudra voir de quelle manière ces alternatives se développent. Voilà, je pense que Alex, il y a des acteurs dont tu voulais parler. Enfin, peut-être, du coup, pour... pardon, je croyais que tu avais... non, pour peut-être mentionner aussi d'autres manières d'orienter de manière durable son épargne. Ça peut être aussi en prenant des parts directement dans des projets qui sont soutenables. Enfin, voilà, il y a aussi des manières de pouvoir participer à des financements participatifs. Il y a aussi tout un pan de modèles de financement maintenant qui émergent et qui on espère, pourront aussi permettre de soutenir la transition écologique et sociale et de aussi permettre une relocalisation du modèle financier. Bien. Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? En 10 secondes, il est encore trop tôt pour savoir, pour vous donner une évaluation des néobanques. On a encore besoin d'avoir plus d'informations et elles sont encore en cours de structuration et de création. D'accord. Et une dernière question avant la conclusion. Est-ce que faire pression sur les banques, nos banques, c'est plus efficace que faire pression sur les entreprises? C'est plus facile?
Voilà, l'un ou l'autre. Je peux me tenter à donner certains éléments de réponse. Après, je pense que ça dépend de quelle entreprise on parle. Après, j'imagine qu'on parle des gros pollueurs qu'on soulignait, type Total, etc. Je suppose que c'est un peu ce que tu voulais dire dans ta question. Disons qu'il y a deux avantages quand on veut faire pression sur les banques. Je pense, premièrement, qu'elles sont très, très sensibles à leur image. Et je pense plus que des Total, etc., qui sont un peu condamnés, je pense, de toute façon, à une image très, très sale. Donc, les banques françaises ont quand même un peu d'espoir d'être encore clean aux yeux de leurs clients. Et par ailleurs, les banques françaises sont aussi présentes partout sur le territoire en France, avec des agences. Donc c'est aussi, ça rend aussi possible le fait pour les citoyens et citoyennes d'intervenir aussi directement. Donc là, on y reviendra quand on parlera des leviers d'action. Mais je pense qu'en effet, c'est des acteurs qu'on peut en tout cas tenter de faire évoluer. Et c'est aussi des acteurs qui sont clés pour faire évoluer les entreprises. Typiquement, quand une banque, là c'est ce qu'on a vu sur le secteur de charbon qui a émergé, il y a certaines banques qui sont engagées à exiger de leurs clients de publier des plans de fermeture de leur centrale à charbon, c'est un exemple. Et donc, si elles prennent cet engagement et qu'elles sont sérieuses sur le tenir, et ben en fait, ces acteurs-là vont devoir aussi, par exemple, exiger de Engie, qui a encore des centrales au Maroc, au Chili, etc., des plans de fermeture de leur centrale à charbon. Et donc, c'est aussi s'attaquer aux banques et aussi une manière de s'attaquer aux entreprises derrière. Ok, d'accord, merci beaucoup. Du coup, il nous reste 5 minutes. On va vous proposer de conclure en donnant 3, si possible, leviers d'action simples que chacun d'entre nous ici, présent, pourrait faire pour réduire l'impact environnemental de son épargne. Ça peut être 4, mais voilà, je vous laisse décider des plus pertinentes. Donc, Alex ou Laurette? Alors, je vais juste revenir sur un point avant, juste pour vous dire, BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole, elles ont toutes les trois individuellement une empreinte carbone supérieure à Total. C'est pour vous donner l'ampleur de l'influence des banques. Ceci étant dit, alors, je vais un peu déformer la question parce que c'est trop tentant, mais je vais vous donner 2 leviers. Le premier levier, c'est que on a dit, à défaut de pouvoir changer de banque, parfois c'est un peu compliqué de pouvoir changer de banque, c'est pas à la mesure de tout le monde. Parfois, j'ai dit. Il faut surtout aussi changer les banques. Et c'est fondamental. Et là-dessus, une chose qu'on recommande, par exemple, c'est de dire, quand vous allez au supermarché, il y a des produits qui sont labellisés bio ou pas. En fait, nous, on veut que ce soit pour les banques ou pour les entreprises, parce que comme vous l'avez souligné, les entreprises, c'est aussi important, qu'elles soient labellisées, alignées avec l'accord de Paris, c'est-à-dire en transition écologique ou non. Avec un cahier des charges qui serait très rigoureux, tout comme un cahier des charges que la NEF ou le Crédit Coopératif s'appliquent à eux-mêmes. Ce serait intéressant que l'État puisse réguler comme cela. Ça servirait à quoi? Ça servirait, par exemple, une entreprise ou une banque qui demande de l'argent public et qui ne serait pas labellisée en transition ne pourrait pas bénéficier de cet argent public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'un point de vue, et je vais répondre très rapidement, pour vous, là, si vous êtes frustré parce que vous ne savez pas quoi faire ou si vous êtes frustré pour des leviers d'action, je vous conseille une chose, télécharger une application mobile qui s'appelle Rift, R-I-F-T. Donc ça, mes partenaires, c'est pas Oxam qui l'a développé, c'est l'ITA. Où vous pourrez savoir où va votre argent. Selon que votre argent soit un compte courant, un livret A, un LDDS, une assurance vie, dans n'importe quelle banque, vous pourrez savoir où va votre argent et aussi l'impact de votre argent, pas que d'un point de vue climatique, mais aussi social. Et vous pouvez aussi interpeller votre conseiller bancaire. Voilà. Rift, R-I-F-T. Très bien. Laurette, un autre levier qui peut devenir Rift, interpellation d'un conseiller. Oui, je pense qu'un premier pas à faire au niveau individuel, c'est en effet de se poser la question, d'analyser où est-ce qu'est son propre argent. Et en fait, je pense, de décider de plus coopérer avec les banques
les banques qui décident, et clairement, ça veut dire en partir et dire pourquoi. Ça veut dire pourquoi à son conseiller, à la banque en envoyant une lettre, et aussi le dire publiquement par un tweet, par un post Facebook, et pour faire en sorte que ça puisse faire boule de neige. Voilà, c'est un peu la base du boycott, c'est sûr. Et après, je pense à un deuxième levier d'action, et c'est ce que tentent de faire les Amis de la Terre depuis une décennie maintenant, et souvent avec d'autres organisations comme Action non-violente comme 21 et d'autres comme Attaque ou autres, c'est de par l'action directe, par la désobéissance civile, dans des campagnes précises, de pousser les acteurs financiers à sortir de certains secteurs. C'est des actions qui, depuis une décennie, ont permis de faire reculer les activités des banques françaises dans certains secteurs. Donc évidemment, quand on présente les chiffres qu'on a montrés aujourd'hui, c'est un peu déprimant, mais en fait, on a quand même réussi à générer des victoires, à empêcher des projets d'avoir lieu. Donc il y a quand même énormément de choses à faire sur le terrain. Et donc ça, c'est en se mobilisant directement, en se mobilisant directement avec les associations, ou bien en soutenant les associations qui mènent ce type d'action. Voilà. De levier aussi. D'accord. Très bien. Il est 20h40. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jean. Merci. En 2 mots, on a effectivement reçu beaucoup de questions. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va les catégoriser, y répondre une par une, à l'écrit, et essayer de vous envoyer un compte-rendu dans les prochaines semaines. On ne vous le garantit pas, mais on va essayer de le faire. Voilà. Et merci à tous les participants d'être venus ce soir. Et en espérant qu'on a pu répondre à vos questions. Voilà. C'est la fin. Merci beaucoup. Merci. Oui, il y aura un replay. On laisse défiler un peu les merci, et puis avec les intervenants et les bénévoles, on peut peut-être se retrouver dans la petite réunion Zoom. Alex, il faut que tu envoies le mail à Laurette. Je n'avais pas son mail.